À cette époque-là, est-ce que c'est mal vu d'être payé pour faire une partie de quelque chose, pour faire du sport? Ben, tu vois, il y a un surnom à l'époque, on les appelle les prostituées du sport. Ceux qui sont payés, qui sont professionnels, c'est vraiment là, parce que la classe bourgeoise élite ne veut pas faire de sport professionnel, malgré qu'ils vont en faire quand même. C'est des hypocrites, d'une certaine manière. Mais le terme qui va sortir, c'est les prostituées du sport. Parce il disait comme ça en français ou c'était plus des expressions anglaises, parce que c'était beaucoup des bourgeois anglophones? Ouais, c'est vraiment anglais, c'est des prostitutes of sport. C'est comme ça qu'on les appelle. Donc, on traduit ça en français par des prostituées, mais c'est vraiment la terminologie qui est utilisée. Mais ça va durer quelques années seulement. C'est qu'entre-temps, en dehors du hockey, il y a ce qu'on appelle la guerre athlétique. Elle a commencé en 1906, officiellement en novembre 1906, qui va se terminer en 1909, au mois de mars 1909. C'est que le M3A veut continuer de jouer pour la Coupe Stanley, par exemple. Donc, en se déclarant totalement amateur, vont pouvoir continuer à jouer. Mais dans la réglementation de l'amateurisme, il y a une phrase qui dit « Tu ne peux pas jouer contre des professionnels, sinon tu deviens professionnel même si tu ne fais pas d'argent. » Donc, ils vont passer une clause en disant « On peut rester amateur tout en jouant contre les professionnels. » Et donc, cette clause-là va passer à l'intérieur du Québec, mais ne passera pas dans le reste du Canada. Et c'est là qu'il va y avoir un conflit entre l'Ontario et le Québec, principalement. Mais c'est deux grands territoires. Deux grands axes, ouais. Donc, Toronto, Montréal. Mais c'est une guerre entre anglophones. Les francophones ne sont pas impliqués là-dedans. Les francophones vont juste suivre la parade. Fait qu'ils disent, bon, ben, on joue avec des amateurs professionnels, pas de problème. Ça ne les dérange pas qu'ils soient amateurs professionnels. Tandis qu'à Toronto, on veut garder l'amateurisme pur et dur. Donc, on va former une nouvelle association au Québec qui va s'appeler la Federation of Amateur Athletic Association, alors que tu as le Canadian Amateur Athletic Association qui existe pour le reste du Canada. Va joindre à l'Axe Montréal-Québec, Ottawa, Cornwall, qui vont se joindre au Québec, parce que pour eux, Toronto, c'est trop loin. Ils veulent rester avec le giron Montréal-Québec. Donc, ils vont aussi se joindre à ça. Donc, la Ligue, qui est Montréal-Ottawa-Québec, va devenir semi-professionnelle, alors qu'en Ontario, l'Ontario Hockey Association, par exemple, demeure totalement amateur. Et donc, il va y avoir des conflits, mais il va y avoir des ligues qui vont se créer un peu partout à travers le pays, professionnelles. Le Maritime Professional Hockey League, qui va se créer, donc, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick. Tu vas avoir Manitoba, la ligue est amateur, tu sais, les fameux Victoria de Winnipeg. La ligue amateur devient professionnelle. Et plus tard, on va avoir une nouvelle ligue dans l'Ouest canadien qui va s'appeler la Pacific Coast Hockey Association, qui va être créée par deux gars de Montréal, deux frères, les frères Patrick, qui vont organiser du hockey sur la côte du Pacifique. Donc, ça, c'est 1912. Ouais, ça, je pense qu'on va faire un bond en avant parce que j'ai justement une question sur les frères Patrick. Puis, parce que là, on n'a pas parlé de positionnement. Au début, tu disais, hein, les positions, c'était un peu n'importe quoi, on rentrait dans le tas. Puis, mais là, à un moment donné, on va commencer. Là, je ne sais pas en quelle année ça s'est passé là, entre les débuts puis où est-ce qu'on est rendu. Comment le positionnement, à part le gardien de but, là, on sait il est où, mais comment est-ce qu'on place les joueurs sur la glace là, rendu là? Bon, déjà, dans les années 1890, les positions des joueurs est définie. Tu as le gardien de but, tu as deux défenseurs, tu as le rover, puis tu as trois attaquants. C'est quoi ça, un rover? Bon. Rover, on essaie de le traduire au Québec. Une des traductions que j'ai vues, elle n'était pas si pire, c'est corsaire. OK, mais ça fait quoi? On a regarde, pas ça le principe, moi, j'utilise le principe du soccer pour l'expliquer. Donc, tu as le gardien de but, tu as les défenseurs, tu as les demi, puis tu as l'attaque. Donc, le rover, c'est un demi qui se promène entre la défense et l'attaque. Parce que les défenseurs, c'est rare qu'ils vont à l'attaque, puis les avants, c'est rare qu'ils vont en défense. Okay? Tu n'as pas de ligne sur la glace, donc il n'y a pas leur jeu en tant que tel.
Donc, tu peux être n'importe où. On a des loafers, comme on disait à l'époque. C'est des joueurs qui traînent en avant du but adverse. Mais habituellement, donc, le positionnement est à peu près pareil qu'aujourd'hui, sauf pour les défenseurs. Donc, tu as un centre, tu as deux ailiers, tu as le rover en arrière. Et les deux défenseurs, au lieu d'être côte à côte, sont face à face. Un derrière l'autre. Donc, tu as le cover point puis le point. Et à ce moment-là, on est 6 plus le gardien. 7. Ouais, ça. 6 plus le gardien. Donc, le cover point et le point. C'est-à-dire que le point est devant le gardien, le cover point, il couvre, donc il va aider le point. Tu sais, le fameux lancer de la pointe, ça vient de là. C'est pas parce qu'ils sont aux deux extrémités de la ligne bleue là, qu'ils tirent de la pointe, mais c'est l'ancien terme de la position des défenseurs. C'est que tu avais le but, le gardien pour garder le but, la pointe pour garder le gardien, puis le cover point pour garder le point. Le point. C'est ça. Ouais. Puis le rover qui se promène, lui, un peu partout sur la glace. Donc, tu as tes 3 attaquants. Fait que souvent, on disait qu'il y avait 4 attaquants, 2 défenseurs. Parce que le rover est souvent l'attaque. C'est le rover, dans le fond, qui va disparaître éventuellement. Exactement. Ça se passe plus tard. Là, en 1912. Pas bien plus tard, je pense. Hein? C'est 1912 qu'on va décider que on peut. Autrefois, on habillait 8 joueurs, même s'il y en a juste 7 sur la patinoire. C'est que tu as toujours un joueur de spare qui est sur le bord de la bande, qui attend son tour. Tu sais, il n'y a pas de remplacement. Là. Les gars jouent 60 minutes. Ouais, c'est quelque chose. Ouais. Fait que le règlement d'époque, c'est que tu peux habiller un 8e joueur, mais lui, il ne joue pas, à moins d'une blessure, mais seulement en première demi. Ah ouais? S'il y a une blessure en 2e demi, ce gars-là n'a pas le droit de jouer. C'est qu'il va être frais et dispo par rapport aux autres joueurs. Ouais. Donc, c'est pour égaliser les chances. Donc, on demande à l'autre équipe de retirer un joueur. Okay. Donc, ce 8e-là est seulement disponible en première demi. Mais il peut aussi, on peut le faire un changement, ça se peut-tu, entre la première et la deuxième? Oui, ça, il y a possibilité, mais il faut donner l'excuse d'une blessure. Ah, OK. C'est la seule raison qu'on peut changer de joueur. Et à partir de 1912, on va habiller 10 joueurs, mais on va en mettre seulement 6 sur la patinoire. Et là, on peut faire des changements. Mais il n'y a pas personne qui a pensé encore de changer des lignes. On change individuellement les joueurs. Ah, je suis fatigué, viens-t'en. C'est ça, exactement ça. Donc, il n'y a pas de banc des joueurs encore, ça n'existe pas. Donc, les gars sautent par-dessus la clôture, parce qu'à l'époque, la clôture est rendue à 4 pieds de haut. Donc, on saute par-dessus la clôture, puis on se change. Mais il n'y a pas... Tu sais, les gars sont appuyés sur la clôture, mais ils sont debout. Il n'y a pas de banc en tant que tel. Ah, OK. En patin, debout pendant une couple d'heures, là, c'est chiant. Ouais. Puis, n'oublie pas, les gars jouent la plupart du temps 60 minutes malgré tout. Ouais. Fait qu'il y en a quelques-uns qui changent en cours de route, mais c'est pas tous les joueurs qui vont changer. Donc, le jeu est quand même très lent. Par rapport à un jeu d'aujourd'hui. Ça va venir avec des stratégies éventuellement plus tard. Ils vont dire, ça, on change à tous les 2 minutes, on va t'en prendre tout le temps. Parce que c'est seulement en 1925 qu'on va penser à changer les lignes. C'est un ancien joueur de Montréal, M. Kleinhorn, qui est coach à Pittsburgh, avec les Pirates de Pittsburgh dans la Ligue nationale, qui décide de faire 2 lignes d'attaque. Donc, il fait changer aux 5 minutes. C'est quand même assez long, là, mais quand même. Par rapport à nos standards d'aujourd'hui, mais c'est un major upgrade, j'imagine, à cette époque-là. Exactement. Fait que c'est le premier qui pense à ça. Puis là, les autres vont suivre la stratégie, puis on va commencer à organiser des lignes. Et c'est comme ça qu'on va augmenter le nombre de joueurs au fur et à mesure pour dire, bon, regarde, on est rendu à 3 lignes d'attaque, 2 groupes de défenseurs. Puis ça va être 3-3. Puis là, c'est rendu 4-3 aujourd'hui. Okay. En revenir aux positions, bon, écoute, on pourrait débattre là, pendant plusieurs heures, mais je vous nomme mes top 5 joueurs à vie. Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Bobby Orr, Gordie Howe, puis Maurice Richard. OK? Là-dedans, il y a 4 attaquants sur 5. Je vous nomme des vedettes de l'époque qu'on les a déjà nommés. Il y a les frères Patrick, il y a Fred Taylor, il y a Didier Pitt, il y a Jack Laviolette. À quelle position qu'ils jouent, ces joueurs-là? Il y en a quelques-uns qui switchent de position en cours de carrière. Tu as Jack Laviolette qui est un attaquant au départ puis qui va finir défenseur.
Didier Pitt va rester principalement attaquant, malgré de temps en temps, on le voit à défense. Voyons. Le gars d'Ottawa, Sacklin Taylor, c'est un défenseur, mais qui se porte beaucoup à l'attaque. Donc, les frères Patrick sont aussi. Les frères Patrick sont défenseurs attaquants. Lester est plus défenseur que Frank. Frank est plus à l'attaque. Mais il y a beaucoup de changements. Il n'y a rien de fixe. Comme on joue 60 minutes, à un moment donné, un attaquant il est fatigué. Il va les jouer en défense. Le défenseur va les remplacer à l'attaque. Fait qu'il y a des changements. C'est ça un peu les stratégies de l'époque. Tu as des positions définitives début de match, mais ça ne veut pas dire qu'à la fin du match, ça va être ça. Il y a beaucoup de changements. Puis comme le rover, ben, il se promène un peu partout. Il peut finir le match en défense au lieu de dépendant du score aussi. Donc, tu joues plus défensif, tu joues plus offensif dépendant du score qui joue à ce moment-là. Donc, il y a beaucoup de stratégies. Mais regarde, dans une ligue de garage, si tu n'as pas de remplaçant, ben, c'est un peu ça qui se passe aussi. Je pense qu'on n'a pas mis beaucoup d'emphase sur le fait qu'on est dans les débuts là, du hockey professionnel à Montréal. Bon, ça, je pense, celle-là, je pourrais la raconter, là, mais je vais laisser, je veux voir la vision de Michel à ce niveau-là. Le hockey professionnel en 1908, ça commence, ça fait pas 10 ans là, qu'on a du hockey professionnel. Ça se passe quand même bien. Comment ça se passe là, jusque-là en 1908? On a-tu un succès au niveau professionnel? Ça attire-tu les foules? Quel genre de monde que ça attire? Bon, ça attire beaucoup la classe ouvrière. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on joue surtout le samedi. Il y a quelques matchs en semaine. C'est assez rare. À Montréal, on a construit une patinoire exclusivement pour le hockey, qui est le Westmount Arena, qui a été construite en 1898, qui contient environ 10 000 personnes, bien tassées. Quand même. Parce qu'à l'époque, ce n'est pas des sièges, c'est des bancs. Donc, tu n'as pas un siège réservé en tant que tel, c'est un banc et on tasse le monde le plus qu'on peut. Ah, ben ouais. Et en haut, il y a une passerelle où les gens peuvent être aussi debout. Donc, c'est le nombre de personnes à l'intérieur, on ne sait pas exactement. On dit que c'est 5 000, mais on peut rentrer 10 000. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la patinoire est quand même non réfrigérée. Donc, c'est une patinoire encore naturelle. Donc, il fait froid. Fait que les gens sont habillés en hiver. Donc, des manteaux de fourrure et tout. Donc, ça prend quand même une certaine place. C'est pour ça, quand je dis que pacté, là, tu colles le monde le plus que tu peux. Mais c'est sûr que là, c'est une patinoire qui est beaucoup plus fermée que la patinoire Victoria et qui fait que la glace fond en fin de match. Ce qui cause beaucoup de problèmes, des fois, aux patineurs. Puis, on finit la game dans le slush, là, comme on dit. Oui, il y a souvent. Même au mois de janvier, mois de février, là, oublie pas, les gens ont le droit de fumer à l'intérieur. Donc, ça aussi, ça amène une certaine chaleur à l'intérieur de ça. J'imagine qu'ils n'ont pas encore de resurfaceuse non plus. Puis... Non, non plus. Ben, la resurfaceuse n'existe pas. On gratte la patinoire, on étend de l'eau autant que possible. C'est sûr que ça fait des patchs, des bosses, toutes sortes de problèmes. La patinoire n'est pas égale, là. Mais quand même pas mal plus égale que si tu allais jouer sur un lac ou un rivière. Ouais. C'est pour ça que dans les règlements, maintenant, on change de bord là, entre les périodes. La même chose à l'époque. À chaque demi, on change. Je veux dire, ça vient de cette époque-là, on nous faisait changer. Je veux dire, maintenant, tu n'as pas vraiment l'aréna assez uniforme. Là. Non, la seule différence, c'est le banc des joueurs. C'est les bancs. Oui. C'est l'avantage du banc à côté de ton but. Là. Ça, c'est le seul avantage. Ça, c'est depuis qu'ils ont mis les deux bancs du même bord, parce qu'avant ça, les deux bancs étaient face à face, ça ne changeait pas grand-chose. Ouais, ben, pour le Canadien, ça changeait de quoi? Parce que, si tu te rappelles du vieux forum, le banc des joueurs était loin en première et troisième. C'était juste en deuxième qui était à côté. J'ai jamais compris le Canadien là-dessus. Pourquoi ils ne profitaient pas de leur banc, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire.
Mais donc, la patinoire Westmount va donc attirer du monde et on va commencer à construire des patinoires de hockey dans le même style plus tard. Et les frères Patrick, quand ils vont organiser leur ligue en 1911-1912, vont construire les premières patinoires artificielles au Canada parce qu'on est à Vancouver. Et à Vancouver, ben, la frette, il n'est pas souvent là. Fait qu'ils vont avoir une patinoire à Vancouver et une patinoire à Victoria qu'ils vont construire et qui vont donc organiser le ligue. Et plus tard, ils vont aller à Portland puis à Seattle. Moi, j'aimerais ça que tu nous expliques, pour revenir à comment ça se passe le hockey professionnel, mais éventuellement que tu nous expliques les frères Patrick, les circonstances là, de pourquoi ils s'en vont jouer dans l'Ouest. Ce qui, selon moi, est un des moments majeurs de l'histoire du hockey qui passe peut-être un peu inaperçu, mais à long terme, ça l'amène ce que le hockey d'aujourd'hui est en bonne partie. Là, corrigeras si je me trompe, mais en revenir au début là, du hockey professionnel, si tu peux nous raconter la saison 1909, les débuts de la saison 1909 à Montréal, comment ça se passe? Tu parles 1909-1910? Au hockey professionnel, où est-ce qu'il y a une équipe qu'on connaît tous qui va arriver éventuellement, qu'on connaît sous le nom du Canadien. Mais si tu pourrais nous expliquer les circonstances de leur arrivée. OK. À partir de 1907, on va revenir un petit peu en arrière, le Montagnard, qui est la seule équipe francophone qui joue dans une ligue, se retire suite à tous les conflits que j'ai vus démontrer tantôt avec Cornwall. Donc, se retire. Et là, on n'a plus d'équipe professionnelle au niveau senior ou professionnel. Donc, pendant 2 ans, les joueurs francophones qui veulent jouer comme la Violette, Pitt, vont se retrouver soit avec les Shamrocks, soit avec d'autres équipes dans les ligues. Donc, ils vont se retrouver avec des anglophones. En mars 1909, on organise un match où on dit on veut voir l'aspect professionnel des francophones. Est-ce que c'est possible d'avoir une équipe francophone professionnelle? Fait qu'on lance un défi aux Wanderers pour un match hors concours. Et au matin même, dans les journaux, on dit on ne sait pas encore qui sont les joueurs du match de ce soir. Il y a des rumeurs, on a vu tel joueur se promener dans la ville, mais on ne sait pas c'est qui vraiment qui forme l'équipe. Et le lendemain, quand on lit le compte-rendu du match, on dit surprise, les joueurs portent le chandail du national. Oh, ça veut dire que le national veut se lancer dans le hockey professionnel. Deuxième surprise, on a des gars qu'on ne connaît absolument pas. Exemple, Robitaille. Robitaille sort de Québec, mais personne ne le connaît. On a un autre joueur qui s'appelle Alphonse Jeté. Alphonse Jeté, il joue dans une ligue de garage, comme on appellerait aujourd'hui la Ligue des théâtres. C'est une ligue des employés de théâtre de Montréal. Donc, c'est un petit joueur qui sort de nulle part, qui joue le match à côté des New Zealand, Jack Laviolette, Didier Pitt. C'est quand même une base de joueurs qu'on connaît. Et ce gars-là se fait remarquer, Alphonse Jeté, par les spectateurs, par les journalistes, parce qu'on dit « Hey, il joue une super partie ». Alphonse Jeté, 3 ans plus tard, va jouer pour le Canadien de Montréal. Donc, ce match-là de mars 1909 va attirer les idées d'organiser une équipe francophone professionnelle. Okay, on voit le succès. Ils ont perdu 10-9 contre les Wanderers. Pour une bande de gars qui ne jouaient pas ensemble, on trouve que c'est quand même excellent. C'est sûr ça tombe bien, il y a une organisation de Canadiens français qui s'appelle le National. Ça tombe bien quand même, là. C'est ça. Mais le National, c'est une organisation amateur. C'est pas une organisation professionnelle. Et ils vont se lancer dans l'hockey professionnel. Fait qu'arrive au mois de novembre, décembre, on commence à organiser la nouvelle saison. Et là, le National se présente, veulent donc former une équipe, se lancer dans l'hockey professionnel. En même temps, lors de cette réunion de la Ligue... c'est quelle ligue exactement à ce moment-là? À ce moment-là, c'est la Eastern Canada Hockey Association. Et là, il y a un conflit qui vient d'éclater avec les Wanderers. C'est que les Wanderers ont un nouveau propriétaire. Ben, c'est une équipe qui est multi-propriétaire. Okay? Tous les joueurs sont propriétaires de l'équipe. Puis en plus, ils vont chercher des entrepreneurs un peu partout. Et un de ces entrepreneurs, c'est Patrick Doran,
qui est propriétaire d'une nouvelle patinoire à Montréal qui s'appelle le Jubilé. Et il veut faire jouer les Wanderers au Jubilé. C'est où le Jubilé? Le Jubilé est au coin des rues Moreau et Sainte-Catherine, donc dans l'est de Montréal, dans le quartier Hochelaga. Et toutes les équipes à Montréal professionnelles jouent au Westmount. Fait que là, on dit, on ne veut pas aller dans l'est. La patinoire est petite. Elle ne contient pas autant de spectateurs que le Westmount. On ne fera pas autant d'argent. Fait que non, si vous voulez jouer au Jubilé, vous allez jouer tout seul. Fait qu'on renvoie l'équipe des Wanderers. Il y a une autre équipe qui se présente pour se joindre à la Ligue, c'est Renfrew. Renfrew est dirigé par un multimillionnaire, James Ambrose O'Brien, qui fait de l'argent dans les mines de cobalt, d'argent et d'or avec son père, et qui a formé une ligue dans le nord de l'Ontario qui s'appelle l'Ottawa Valley Hockey League, qui était fondée sur les fondements de la Ligue fédérale où il était le montagnard autrefois. Et dit, ben, regarde, moi j'ai de l'argent, je peux vous emmener une foule à Renfrew. La Ligue refuse. C'est loin, là, Renfrew, là. Oui, ben c'est ça. C'est loin d'Ottawa. Sur la 17, tu continues à passer à Ottawa en 2 heures à peu près. Le train, bon, il sera là, mais il n'est pas aussi fréquent que Montréal-Ottawa. Donc, on dit à Renfrew, non, on n'est pas intéressé. Fait que, toujours dans la même réunion, donc on accepte le montagnard. Pas le montagnard, excusez, le national. Et on va accepter une nouvelle équipe qui va s'appeler le Hall Montreal. Le Hall Montreal est dirigé par Art Ross. Le fameux il n'y a pas un trophée qui porte son nom, lui, c'est ça? Art Ross, c'est un ancien joueur des Wanderers qui fait beaucoup d'argent parce qu'il y a un magasin de sport. Il veut devenir le Spalding du Canada. C'est parce que Spalding, c'est un ancien lanceur du baseball majeur qui a lancé la compagnie de sport aux États-Unis. Donc, lui, il veut faire la même chose au Canada. Fait qu'il y a beaucoup d'argent familial aussi. Il a lancé un magasin de sport à Montréal. Là, il veut faire des branches un peu partout à travers le pays. Fait que il a de l'argent, il peut se fonder sa propre équipe. Fait que l'équipe est acceptée avec la nationale. Le Renfrew et les Wanderers, qui sont fait mettre à la porte, décident de se faire une petite réunion locale à côté de la réunion de l'Eastern Canada Hockey Association. C'est à l'hôtel Windsor à Montréal. Ils sont sortis puis ils ont dit, hey, viens-tu parler? C'est ça. Fait que là, les deux se parlent, disent, hey, on va former une nouvelle ligue. Renfrew, moi, j'ai déjà une ligue qui est organisée. Fait que je vais reprendre mes équipes puis on va former la ligue. Et en même temps, dans cette réunion-là, on dit National vient d'être accepté dans l'autre ligue. Pourquoi on a le Jubilé dans un quartier francophone? Pourquoi on ne forme pas une équipe francophone? Fait qu'un des joueurs des Wanderers, qui est James Garner, lance l'idée de l'équipe francophone et il donne le nom. Il dit on va l'appeler le Canadien. Parce que c'est le terme qu'on appelle les Canadiens français à l'époque, les Canadiens. Ouais. Sinon, les autres, c'est les Anglais. Puis là, cette ligue-là va s'appeler comment? Cette ligue-là va s'appeler le National Hockey Association. Alors que l'autre on a le Canadien dans le National Hockey Association. Et le National dans le Eastern Canadian. Ouais, l'Eastern Canada elle disparaît. On va rechanger le nom de la ligue pour la Canadian Hockey Association. Et fait que tu as le national dans la Ligue canadienne puis le Canadien dans la Ligue nationale. Exactement. Et là, une bataille va éclater entre les deux organisations francophones. C'est-à-dire que James Garner dit regarde, je vais appeler Jack Laviolette. On va lui donner de l'argent d'O'Brien. Parce que c'est O'Brien qui fournit l'argent à la Ligue. O'Brien va devenir propriétaire de 4 équipes sur 5. OK. Donc, dans le fond, c'est sa ligue personnelle. C'est ça. Il va être propriétaire de Renfrew, Cobalt, Tilbury et le Canadien. Okay, il va fournir l'argent aux Canadiens. Officiellement, il n'est pas propriétaire, mais on déclare qu'il devient propriétaire plus tard. Et donc, il y a juste les Wanderers, qui sont une équipe indépendante dans cette ligue-là. Dans l'autre ligue, c'est tous des propriétaires différents, des organisations différentes. C'est le national, il n'y a pas un propriétaire unique, c'est l'organisation qui est propriétaire de l'équipe de hockey. Donc, il va y avoir une bataille de joueurs pour 2 ligues, autant français qu'anglais.
Et chaque ligue va lancer aussi l'idée que l'équipe francophone prend à priorité sur les joueurs francophones. Okay, on va avoir des équipes carrément françaises pour attirer du monde. Donc, les équipes anglaises ne pourront pas signer de joueurs francophones tant que les deux équipes ne seront pas complètes. Ça va prendre plusieurs années avant qu'on ait des joueurs francophones dans les équipes anglaises, mais on va avoir des joueurs anglais dans les équipes françaises plus rapidement. Mais ça, c'est on est peut-être dans le détail, là, mais moi, j'ai une question. Percy Le Sueur, là. Ouais. C'est un Canadien-Français, ça? D'origine française, oui. Ouais, qu'il n'était pas dans le Canadien. Non, il était à Ottawa. Ouais, mais pourquoi que le national ne l'a pas ramassé? Parce qu'il demeure à Ottawa. OK. Bon. C'est un franco-ontarien. Mais il aurait pu jouer avec le national ou le Canadien. C'est un gars de Québec, originalement. Il est né à Québec. Okay. Donc, il aurait pu jouer pour Québec à la place, mais qui a déménagé pour le travail ou quelque chose à Ottawa. Donc, il se retrouve à Ottawa avec l'équipe là-bas. Okay. Mais disons qu'il est plus anglais que français. Okay. Et Percy, le sueur, là. Wow. Ça le dit carrément. Ouais, mais tu sais, on a aussi Jack Laviolette, là. Ouais, c'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste, son nom. Ça, d'ailleurs, je pense. Ben, vas-y, continue sur les origines là, du Canadien. Donc, le Canadien et les nationales se battent pour les joueurs. Les 4 équipes de chaque ligue se battent pour les joueurs du côté anglophone. Donc, il y a une surenchère. À un moment donné, le 15 décembre, le journal La Patrie, non, c'est pas La Patrie, c'est la Gazette, donne la nomenclature des 2 équipes, possiblement. Il y a 3 joueurs qui se retrouvent dans les 2 équipes. Ah, c'est excellent. Tu sais, il n'y a pas personne qui sait exactement qui est avec qui. Et à un moment donné, il y a Jack Laviolette qui lance un télégramme à son chum Didier Pitt, qui est à Sault-Sainte-Marie, parce qu'il est élu domicile là-bas, et qui dit, ben viens-t'en par train, je te rejoins à Ottawa, et je te fais signer un contrat avec mon équipe. Il y a quelqu'un qui a stoulé au national. Qui, je ne sais pas. Comment le national a été mis au courant, aucune idée. C'est sûr que ça se parle. T'sais. Puis le plus intéressant, c'est comment est-ce qu'un journaliste a été mis au courant. Parce que cette histoire-là se retrouve dans le journal le lendemain. Donc, il y a un journaliste qui a été mis au courant de toute l'histoire. Et c'est ça que j'aimerais ça découvrir. Qui est le journaliste d'abord? Parce qu'à l'époque, les journaux ne mettent pas le nom du journaliste, sauf quelques journaux. Et en même temps, ben, comment est-ce que le Télégraphe a fait mention au national puis au journal? T'sais, il y a toutes sortes d'histoires en biriglio là-dedans qui est vraiment le fun de suivre. Mais en tout cas, donc il y a 2 personnes du national qui prennent le train avec Jack Laviolette et Joe Katerinich pour le Canadien. Donc, les 2 organisations prennent le même train vers Ottawa. Katerinich et Laviolette débarquent du train à Ottawa, mais les 2 du national continuent jusqu'à North Bay. Et là, ils interceptent le train qui arrive de Sault-Sainte-Marie et vont faire signer Didier Pitt à North Bay. Tout le monde reprend le train pour Ottawa. Rendu à Ottawa, Pitt, il dit à son chum, il dit « Je viens de signer pour le national. Pas de problème, tu signes avec nous, je te donne 500 pièces de plus. » Et le lendemain, on lance une injonction contre Didier Pitt parce que l'histoire sort d'un journaux. Et le national va mettre une injonction contre Pitt disant qu'il a signé pour nous en premier, il n'a pas le droit de jouer au Canadien. Et finalement, le 5 janvier, l'injonction est toujours là. Le premier match du Canadien, Didier Pitt joue pour le Canadien, il ne jouera jamais pour le national. Et le 15 janvier, mais tout est réglé. Les 2 ligues ont fusionné. Le national disparaît. Le Canadien reste. Et donc, Pitt, même si ce serait seulement au mois de février, cette histoire-là en cours, ben, la Cour a dit, regarde, il n'y a plus de sujet, on ne peut plus discuter. Pitt continue de jouer pour le Canadien, puis le national ne sera pas dédommagé. Le national aurait pu laisser tomber les charges. Là. Je pense que c'était comme une espèce de petite vengeance là, qu'ils voulaient faire. C'est ça. Ils ont voulu vraiment pousser un peu plus loin. Ce qu'ils voulaient avoir, c'est une compensation financière. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut comprendre que l'argument de Didier Pitt était que le national leur avait promis que Jack Laviolette était pour jouer
pour le national, alors que c'était pas vrai. Il jouait pour le Canadien. Fait que c'était un peu son argument en cours de dire, écoute, moi, ils m'ont fait signer un contrat, oui, en me disant que Jack Laviolette était pour être là. Mais Jack Laviolette était pas là. Fait qu'ils respectent pas leur entente. Donc, moi, je ne respecte pas cette entente-là. Fait que c'était un peu de même aussi là, qui a défendu sa cause là, dans les journaux, en tout cas, là, de ce que j'ai vu. Là. C'est. Là, on dit que. Là, on vient de dire que les deux ligues ont fusionné, là, rendu en janvier. C'est quoi qui s'est passé? Tu vois, la saison a commencé le 3 ou le 4 janvier. Le Canadien a joué son premier match le 5. Contre. Tu as deux ligues à Montréal, professionnelles. Tu as 10 équipes, dont 5 qui sont à Montréal. Quand même. Tu sais, 3 dans une ligue, puis 2 dans l'autre. Tu fais quoi, là? À un moment donné, les gens ne savent plus où aller, soit au Jubilee, soit au Westmount. Il y a plus de monde qui vont au Westmount parce qu'il y a un meilleur hockey là, en principe. Donc, tu fais quoi? Fait qu'à un moment donné, les gens sont parlés, on dit, regarde, ça n'a plus d'allure, là. On perd des spectateurs d'un côté comme de l'autre. Le monde, ils ne suivent plus dans les journaux ce qui se passe. Ils ne viennent pas au match parce qu'ils sont tous confus. Ils sentent dans une patinoire alors que le match est dans l'autre patinoire. Tu sais. Fait que, regarde, on fusionne. Ce qui s'est passé réellement, c'est qu'Ottawa et Shamrocks ont décidé de changer de ligue. Ils sont passés de la National Hockey Association à la de la Canadian Hockey Association à la National Hockey Association. Donc, avec 2 équipes de moins. 2 équipes de moins, il en reste 3 puis 2 sur 7. Ouais. Fait que là, ben, regarde, les dirigeants ont dit, ben, regarde, on ferme boutique. Québec a été perdu là-dedans. Ça, Québec, par exemple, ça a été le gros perdant. Le national se va offrir la concession du Canadien. Et, par exemple, il y a des conditions qui sont assez élevées que le national refuse. D'abord, payer les salaires des joueurs du Canadien, en plus de ceux du national. Payer les dettes du Canadien, donc ce que M. O'Brien a mis comme argent, le national devrait le rembourser. Continuer à jouer au Jubilé au lieu de jouer à l'Westmount. Donc, c'est des conditions que le national refuse. Mais tu sais, s'il pense, le Canadien aurait pu s'appeler le national aujourd'hui, puis Régent Tremblay aurait été mal pogné d'appeler son équipe de Québec le national. Là, moi, je te gage, quand ils ont dit ça, ils ont dit « Ah non, cette équipe-là, ça ne marchera jamais, cette affaire-là. » Ah, c'est sûr. Ça, c'est officiel. Le national s'attendait à ce que les Canadiens disparaissent puis qu'ils puissent prendre la place. Ça, c'est à peu près sûr. T'sais, pas mettre autant d'argent qu'il aurait dû mettre parce que les salaires du Canadien à l'époque ont monté à 6 000 pour une dizaine de joueurs. C'est mirabolant. C'est pas tous les joueurs qui sont payés. Non. Il y a Didier, Jack puis Newsy. J'ai comme l'impression qu'ils ont à peu près 2. Puis Joe Katarinich. Les autres sont amateurs. Là, on en parlait tantôt. Plus ou moins d'argent. C'est un médecin là-dedans. Docteur Leduc. Non, excuse. Pas Leduc, c'est Ménard. Miller. Docteur Miller. L'oncle de l'acteur Miller. Là. Ouais. Ah ouais? OK. Puis, tu as un pharmacien qui est Dockett, qui est Richard Dockett, qui s'appelle Duquette, là, mais qui est Dockett, c'est mais c'est un francophone. Donc, tu sais, c'est toutes sortes de choses dans le genre. C'est Édouard Miller, le médecin. Si tu regardes sa photo du Canadien 1910, là, Édouard Miller, MD. Ah, il y a MD et tout, c'est cool. Ouais. Fait que c'est l'oncle de Albert Miller, l'ancien acteur. Et donc, t'as tout ça qui fait que le Canadien, bon, c'est sûr qu'ils vont aller chercher de Staller, par exemple, qui était avec le National, qui était un très bon joueur à l'époque. Donc, je pense qu'ils ont été chercher 1 ou 2 joueurs. Ils ont débarqué 2-3 joueurs du Canadien. Donc, il y a eu des petits changements, là, mais autrement, il n'y a pas eu grand-chose. Sinon que O'Brien, dans sa philosophie, quand il va appuyer le Canadien avec l'argent et tout, lui, c'est de vendre la concession à un groupe de francophones le plus tôt possible. Oui, son but, c'était pas d'avoir toute la ligue non plus. Là. Non, c'est ça. Et lui, c'est Renfrew, son équipe.
Les autres, c'est des satellites. Là. D'ailleurs, l'année suivante, il va juste rester Renfrew. Cobalt et Liberty vont disparaître. Québec va revenir dans la Ligue, parce que lui, ça a été le grand oublié du chambardement. Et donc, le Canadien, entre-temps, va passer une main au Club athlétique canadien. C'est-tu techniquement une nouvelle équipe qui a été formée avec un nom similaire ou c'est vraiment la continuité de la même équipe? Bon, ça, là-dessus, il y a un gros débat entre historiens. On dit que la concession que le Club athlétique canadien a obtenue, c'est celle de Haileybury. Et la concession du Canadien a été transférée à Toronto. Puis Toronto va arriver seulement 2 ans plus tard. Mais ce serait la concession du Canadien qui a été transférée à Toronto. Mais regarde, c'est le même bassin de joueurs. Ouais. À 80%, c'est les mêmes joueurs. C'est quand on parle de l'histoire du Canadien, on dit qu'ils ont débuté en 1909. C'est ça. Ouais, mais honnêtement, oui, comme Michel il dit, ce sont les mêmes joueurs. Mais si le Club athlétique canadien s'appelle le Club athlétique Saint-Laurent, mettons, ben écoute, ça s'appelle le Saint-Laurent là, de Montréal, cette équipe-là. Là. Ça s'appelle plus le Canadien. C'est parce que l'histoire, c'est que le Club athlétique canadien qui a été formé en 1908, c'est un club de sport professionnel. Principalement la lutte et la boxe. Okay? Tu as le docteur Gadebois qui est en arrière de ça, qui est un amateur de boxe. Tu as George Kendall qui se fait appeler Kennedy, qui est un lutteur professionnel. D'ailleurs, l'histoire des noms est vraiment le fun parce que son vrai nom, c'est Kendall. C'est George Washington Kendall. Mais il va utiliser le nom Kennedy comme lutteur parce que son père ne veut pas qu'il fasse de la lutte. Son père est capitaine de bateau, fait qu'il n'est pas souvent à la maison. Fait qu'il va utiliser le nom de sa mère, Kennedy, comme nom de sport professionnel. Fait que c'est pour ça que tout le monde le connaît, c'est le nom de George Kennedy, mais son vrai nom, c'est George Kendall. Okay, mais dans les journaux, tu lis souvent Kennedy, c'est parce que le monde le connaît sous ce nom-là. Si tu dis George Kendall, personne ne le connaît. Fait que, donc, ces deux personnes-là, Gadebois et Kennedy, ou Kendall, vont donc devenir propriétaires du Canadien avec le club, mais c'est eux qui vont gérer le club, surtout Kendall. Et parce que dès 1909, il avait dit « Nous, on veut se lancer dans le hockey professionnel. » Mais il n'y avait pas les appuis, il n'y avait pas les connexions avec les gens pour se lancer là-dedans. Fait que là, il voit l'opportunité avec le Canadien en allant en cours contre le Canadien. Il dit « C'est nous qui avons pris propriété sur le nom du club canadien. Donc, c'est nous qui devrions avoir la possession de l'équipe. » Fait que ça va se régler hors cours pendant l'été 1910, alors que Brian lui dit « Prenez la franchise, pas de problème. Moi, je me débarrasse des dettes, puis j'aurais pu m'en occuper. » Fait que c'est un peu douteux de savoir si c'est ou pas la même équipe, mais dans le fond, ils ont pris possession du nom, donc... C'est ça, puis les chandails changent complètement. Ouais. Tu passes du bleu avec le C en arrière à un chandail qui est rouge, avec une feuille d'érable verte. Ouais. Mais les couleurs sont toujours les mêmes, bleu, blanc, rouge. Oui. Chandail bleu, pantalon blanc, bas rouge. L'année suivante, c'est l'inverse. Chandail rouge, pantalon blanc, bas bleu. C'est toujours bleu, blanc, rouge, tout simplement pour le drapeau français, qui est la représentation du Canadien français à l'époque. Parce que les Anglais, ils ont l'Union Jack. Tu sais, quand on fait les parades de la Saint-Jean, à l'époque, c'est le drapeau de la France qu'on utilise. T'sais, on est de descendance française, donc on utilise le drapeau de la France. Tant que le Québec n'a pas son drapeau. Juste plus tard, même s'il y a déjà un fleur d'Élysée, c'est plus un truc Société Saint-Jean-Baptiste puis catholique. Là, on n'a pas encore de drapeau. On n'a pas encore de drapeau canadien non plus, ça va encore plus tard. Exactement. Fait que c'est ça l'idée. Pourquoi les couleurs bleu, blanc, rouge? Puis surtout que c'est vraiment un chandail bleu, pantalon blanc, bas rouge. Tu as vraiment le drapeau de la France. La même chose inverse l'année suivante. C'est pour ça que moi, un peu, les Canadiens, quand ils ont fait leur centenaire, puis qu'ils ont fait des nouveaux uniformes, des uniformes rétro, ils sont complètement ratés, là, mais ça, c'est une autre histoire. C'est le chandail bleu, pantalon bleu, bas bleu. Puis l'autre, le chandail rouge avec les pantalons verts et les bas rouges. Ils voulaient faire rétro comme à l'époque, mais ils l'ont complètement raté là-dessus. Ouais.
D'ailleurs, j'invite les gens, on parlait de Cobalt tantôt, puis j'inviterais les gens d'aller faire une recherche là, du logo de l'équipe de Cobalt. Puis le C, il est drôlement semblable au C dans sa forme. Là. Ouais. À part, il n'y a pas le H dans le milieu, là, mais le C d'aujourd'hui est drôlement semblable à celui du Cobalt. Exactement. À l'époque, il y avait les couleurs bleu, blanc, rouge aussi là, comme club. Là, c'est ça. On approche la conclusion parce que, bon, évidemment, le hockey, on l'a dit, ça a maintenant plus de 150 ans. Évidemment, on pourrait parler des heures et des heures là, de l'histoire du hockey. Mais avant qu'on se quitte, Michel, moi, j'aimerais ça qu'on aborde la saison 2 du professionnalisme à Montréal. Il y a quelques changements majeurs, dont on passe de 2 demi à 3 périodes. Mais il y a aussi un autre changement majeur on va imposer un premier plafond salarial. Puis suite à ça, ben ça risque d'avoir un impact là, dans la suite de la Ligue. Tu peux peut-être nous expliquer là, les événements qui vont suivre là, ceci. Oui, ben c'est ça. Avec le plafond, ben, ça fait perdre des équipes. C'est Ellsbury, Cobalt qui vont disparaître. On invite une équipe de Toronto, mais Toronto ne se joindra pas trop vite. Ils vont attendre encore parce qu'ils n'ont pas de patinoire en tant que tel qui peut durer la saison. Donc, puis en même temps, ben, on réduit un petit peu le nombre d'équipes, même s'il y a Québec qui se joint à nouveau. Mais ça cause des problèmes. Puis tu as les frères Patrick qui, eux, décident de quitter Renfrew parce que Renfrew ne sera plus l'équipe aussi victorieuse que l'année précédente. Il reste Sacklin Taylor, mais New Zealand retourne avec le Canadien. C'était l'entente de la saison précédente. Donc, ils perdent un gros morceau au niveau de l'attaque. Donc, il y a des joueurs qui se retrouvent avec rien. L'argent ne coule pas autant qu'ils pensaient. Donc, c'est là l'idée du plafond salarial. Parce qu'il y a eu beaucoup de dépenses et beaucoup de déficits un peu partout. Des ligues, c'est un peu normal. C'est ça. Tu as perdu 3 équipes déjà de l'année précédente, puis là, tu as perdu 2 autres l'année suivante. Shamrock, ils ne roulent pas sur l'or, même que ça leur tente de quitter assez rapidement pour retourner amateur. Renfrew, il n'est plus capable de tirer autant. Donc, les frères Patrick reçoivent un coup de fil aussi de leur père qui est à Victoria. Pas à Victoria, mais à Vancouver, en Colombie-Britannique, parce qu'il a besoin d'aide. Il y a une compagnie de forestière là-bas, puis il a besoin de ses 2 fils pour gérer la compagnie. Le père commence à être un petit peu vieux, là. Donc il veut perdre aussi un peu de son temps. Fait que les frères Patrick décident, on s'en va dans l'Ouest. On va essayer de peut-être organiser du hockey là-bas, avec l'argent du père, parce que le père est quand même assez riche. Et on va voir la possibilité de construire des patinoires, soit à Vancouver ou Victoria, ou un petit peu ailleurs. C'est d'organiser une ligue professionnelle, possiblement. On va l'appeler la Pacific Coast Hockey Association. Donc, on part avec 3 équipes, New Westminster, Vancouver, Victoria. 2 patinoires, qui sont les 2 premières patinoires artificielles au Canada. Parce que jusque-là, on n'a pas de patinoire artificielle encore au Canada. Il y en a aux États-Unis, mais ici, au Canada, on n'en a pas. Donc, on va organiser du hockey là-bas. Et comme on connaît à peu près tous les joueurs professionnels de l'Est, on va les appeler, un par un. Et on va essayer d'organiser du hockey là-bas. Il y en a quelques-uns qui vont y aller. Didier Pitt va passer une saison là-bas. New Zealand va passer une saison là-bas aussi. Mais le gros joueur qu'ils vont repêcher, c'est Sacklin Taylor. Qui est comme le Wayne Gretzky de l'époque, là, Fred Taylor. Sauf que c'était défenseur. Moi, je le verrais plus comme un Bobby Orr. Bobby Orr, ouais, OK. Mais c'est la vedette, là. C'est la vedette de son époque, là. Exactement. Puis, disons que ça fait très mal à Renfrew, parce qu'il était rendu à Renfrew. Ça fait très mal à Ottawa, parce qu'il a joué originalement avec Ottawa. Les 2 équipes, d'ailleurs, se battaient pour obtenir Taylor. Et c'est finalement Vancouver qui va le ramasser. D'ailleurs, le surnom de Vancouver va s'appeler les Millionaires. C'est pas une surprise.
alors que Victoria va s'appeler Cougar, puis New Westminster, j'ai aucune idée c'était quoi le surnom, mais tu sais, c'est quand même intéressant de voir le raid qui va se faire, qui va se régler en 1914 entre les deux ligues, quand on va on va décider qu'il il reste juste ces deux ligues-là professionnelles. Le Manitoba a tombé, les autres aussi ont eu des problèmes financiers, le Maritime a tombé. La Ligue Ontario qui existait aussi, qui marchait assez fort. Mais là, comme Toronto s'en vient dans l'Association nationale, ben là, la Ligue va tomber parce que là, ils perdent un gros morceau avec Toronto. Et donc, il va rester avec deux ligues, la Pacific Coast et la National Hockey Association, qui vont jouer pour la Coupe Stanley. Et on va régler le problème du raid des joueurs, parce qu'on a continué jusqu'en 1914 à faire des raids, en signifiant, on signe pour une équipe, l'autre ligue n'a pas le droit d'amplifier la surenchère. Donc, on signe dans une ligue ou l'autre et ça règle le problème. Et en même temps, on va faire une finale en fin de saison parce que la National Hockey Association va imposer la patinoire artificielle à ses équipes aussi. Donc, l'Arena de Westmount va avoir sa patinoire artificielle à partir de 1915. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a des finales à tous les ans au lieu d'avoir des défis. Exactement. À partir de 1914, on va régler le problème. C'est parce qu'en 1913, Québec était champion de la Coupe. Ils sont allés dans l'Ouest. Les Bulldogs ont perdu contre l'équipe de l'Ouest. Et l'équipe de l'Ouest voulait réclamer le trophée. Ils ont dit non, le trophée, si on le joue, c'est chez nous à Québec. C'est pas chez vous. Et c'était supposément des matchs hors concours. Donc, la Coupe n'a pas d'affaire là-dedans. Fait que c'est ça qui va poser conflit. Puis on va régler le problème. C'est là que les ententes vont partir avec l'histoire de la Coupe. Donc, faire des finales en fin de saison. On est des patinoires artificielles, mais on peut le faire. Fait qu'on fait une finale dans l'Est, une finale dans l'Ouest l'année suivante. On retourne dans l'Est après. C'est parce qu'on ne prendra pas le train entre deux matchs en Vancouver à Montréal, par exemple. Là. C'est ça. On fait une finale complètement, soit dans l'Ouest, soit dans l'Est. Donc, mais là, on se ramasse assez rapidement, j'imagine, avec certains problèmes qu'on avait jadis. On a des règlements différents. Exactement. La Ligue de l'Ouest joue à 7 joueurs. La Ligue de l'Est est rendue à 6. La Ligue de l'Ouest a inventé les 2 lignes bleues. La Ligue de l'Est n'en a pas. Le lancer de punition existe dans l'Ouest. Donc, les frères Patrick ont inventé un nouveau jeu de hockey, malgré qu'ils ont gardé l'aspect des 7 joueurs. Mais ils ont rajouté aussi des numéros sur les chandails, devant des programmes. Donc, il y a le concept de passe aussi, je pense. Dans les statistiques, le concept de passe. Oui, la passe, la passe, dernière passe qui mène au but. Donc, il y a plusieurs aspects du jeu qui vont être modifiés avec les frères Patrick, principalement avec Frank, qui est la tête dirigeante. Lester est plus vieux, mais lui, c'est plus l'aspect pratique. C'est lui qui fait le raid avec les joueurs, qui connaît les joueurs, c'est lui qui va chercher les téléphones et tout. Mais Frank, c'est vraiment l'administrateur, le gars, le penseur du hockey. Et ils vont donc garder leur ligue jusqu'en 1926. Ils vont fusionner avec une nouvelle ligue de l'Ouest qui va être créée en 1922, et qui vont fusionner en 1924 les deux ligues. Donc, ils vont se retrouver avec des équipes à Calgary, Edmonton, Saskatoon, Winnipeg. Donc, en plus des 2 équipes américaines que la Ligue de l'Ouest avait, Seattle et Portland. Donc, ça fait quand même une grosse ligue importante qui va rajouter donc beaucoup de joueurs. Et en 1926, la Ligue a beaucoup de problèmes. La fusion de 1924 était déjà apportée à cause des problèmes financiers. En 1926, on liquide la Ligue. Et on va dire à la Ligue nationale de hockey, prenez les joueurs, prenez les équipes, faites-en ce que vous pouvez. Et donc, les Cougars de Victoria deviennent les Cougars de Détroit. Les Rosebuds de Portland deviennent les Blackhawks de Chicago. Okay. Et les Shakes de Saskatoon deviennent les Rangers de New York. Et donc, ça va être la base des nouvelles équipes. C'est basé sur les joueurs de l'Ouest. Et donc, beaucoup de joueurs de l'Ouest vont se retrouver dans la Ligue nationale, dans l'Est.
comme ça. Il y a déjà eu des échanges aussi entre les deux ligues autrefois. En 1924, Canadiens et Saskatoon qui font un échange. Aurel Joliette de Saskatoon contre New Zealand du Canadien. Donc, des choses qui étaient déjà commencé à s'organiser. Tu voyais déjà donc des mouvements de joueurs qui partaient en 1926, ont réglé le problème. Donc, la Ligue nationale passe de 7 à 10 équipes à ce moment-là. OK. Puis les règlements qu'eux autres ont pris dans l'Ouest, à un moment donné, on va commencer à les intégrer. C'est ça. Les deux lignes bleues, par exemple, en 1919, vont être intégrées. La passe avant, je pense, la passe avant, elle arrive en quelle année, elle? En 1919, avec les deux lignes bleues. C'est-à-dire qu'on a le droit de passer à l'intérieur de la zone, mais tu n'as pas le droit de passer d'une zone à l'autre. Donc, si tu veux faire une passe avant de ta zone défensive à la zone centrale, il faut que tu transportes la rondelle d'une zone à l'autre. Comme qu'il avait fait au roller hockey un peu, je pense. Hein? C'est ça. Mais ce qui n'empêchait pas, donc, les hors-jeux, c'était juste la passe avant. C'est-à-dire que même s'il y a deux lignes bleues, il n'y a pas d'hors-jeu encore à la ligne bleue. C'est l'histoire de la passe. Donc, tu peux être en territoire offensif, puis la rondelle dans ton territoire à toi. Donc, tu peux attendre à côté du gardien de but. Fait que c'est là que plus tard, quelques années plus tard, on va dire non, on ne peut plus rester dans la zone adverse. Il faut que la rondelle passe avant que. Donc, c'est leur jeu qu'on connaît aujourd'hui. OK. Fait que c'est ça. Ça va nous amener avec un hockey un petit peu plus moderne. On en parlait là en pré-entrevue, là, un peu comme quoi que le hockey, c'est un sport qui a évolué énormément au niveau des règlements, comparé à un sport qui est un petit peu plus conservateur, là, disons comme le baseball, où est-ce que les règlements sont à peu près les mêmes depuis plusieurs années. Puis les nouveaux règlements, c'est parce que c'est la technologie qui nous permet de pouvoir les appliquer, là, ces nouveaux règlements-là, comme la reprise vidéo. Bon, ça, on a maintenant dans tous les sports, il y a la reprise vidéo d'un sport professionnel, là, ou à peu près. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'on voit du hockey aujourd'hui? Ça ressemble pas mal là, à ce que les frères Patrick là, nous ont amené là, dans ces années-là. Là. Ce qui manque, c'est une ligne rouge qui va sortir seulement en 1942, qui va permettre la passe entre deux zones. C'est la fameuse passe de deux lignes qu'on avait à l'époque. Avec l'accrochage. On a modifié par la suite, qu'on a dit on peut passer jusqu'à l'autre ligne bleue. Donc, ça, c'était pas. En fait, la ligne rouge était là pour accélérer le jeu. Et quand on a changé de règlement de passer d'en arrière son but jusqu'à la ligne bleue adverse, c'était pour accélérer le jeu encore, parce qu'on disait que la ligne rouge retarde le jeu. Alors que la ligne rouge, au départ, était pour accélérer le jeu. Donc, tu as toutes sortes de modifications qui ont été faites. C'est sûr que l'évolution du hockey, l'évolution de la pratique des joueurs a changé. Les joueurs sont plus costauds. Jean Béliveau, à l'époque, il mesurait 6 pieds 2, était un géant. Aujourd'hui, 6 pieds 2, c'est la grandeur moyenne d'un joueur de la Ligue nationale. C'est complètement modifié le jeu. Il n'est plus le même. C'est sûr que l'entraînement n'est pas le même. L'équipement n'est pas le même. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, qui fait que le jeu est encore plus rapide. Ça va être quoi la prochaine évolution? Changer la patinoire, la mettre en standard olympique. C'est des choses qui se parlent beaucoup depuis plusieurs années. Retirer un joueur, comme on l'a fait en 1912. C'est de passer 7 à 6 joueurs. Là, on passait de 6 à 5. On l'a fait au roller hockey, par exemple. On a eu beaucoup de succès là-dessus. Regarde, t'es sur temps, c'est 3 joueurs contre 3. Est-ce qu'on va passer à ça au point de vue régulier? Il y a toutes sortes d'évolutions qu'on voit là. Donc, ça va être quoi le hockey demain? C'est aucune idée. Mais, on voit que c'est de plus en plus rapide et qu'on se pose des questions, la personne est rendue trop petite. C'est une des évolutions qu'on va sûrement voir plus tard. Ouais, les gars sont plus gros, ils patinent plus vite, il y a moins d'espace à la glace. C'est ça. Avant, écoute, j'ai tellement de questions que j'aurais voulu te poser qu'on pourra sûrement en faire une autre émission. Avant qu'on termine, Yann, aurais-tu une question pour Michel? Moi, je suis curieux. Là, on fait parler de l'histoire de Montréal, l'histoire du hockey. Là. Puis tout se passe à Montréal là, avec quelques petites affaires. Tu as mentionné Toronto à peu près 4 fois.
pourquoi est-ce que le temple de la renommée du hockey est à Toronto? Ça, c'est une idée qui date de 1939. En fait, en 1939, on a créé le Hall of Fame à Cooperstown. Oui. Pour le baseball. Oui. Qui est basé sur un mythe qui est complètement faux, que le baseball aurait été inventé à Cooperstown, alors qu'il a été inventé à New York. Ouais. OK. Doubleday n'a jamais joué au baseball. Il n'était pas à Cooperstown en 1839. Ouais. Donc, ça, c'est des problèmes. Mais le temple de la renommée reconnaît aujourd'hui l'erreur de 1839. Même chose au hockey. Donc, 3 ans plus tard, on lance l'idée, en 1942, on est en pleine guerre, il ne faut pas l'oublier, qu'on devrait créer un temple de la renommée du hockey. Et là, on veut le bâtir à l'endroit que le hockey est inventé. Et là, le débat des origines du hockey commence. Il y a un groupe qui dit c'est Halifax, à cause de Creighton. Il y a un groupe qui dit c'est Montréal, parce que c'est là que les premières organisations sont faites. Et ceux qui sont les promoteurs de l'idée, c'est des gens de Kingston. Et là, on va trouver une idée farfelue en disant que le hockey est inventé à Kingston le 24 décembre 1855. Supposément dans un journal d'une personne qu'on va retrouver qui décrit un match de hockey joué sur le lac Ontario à Kingston entre les soldats. Excuse. Et donc, on découvre plus tard, le 24 décembre 1855, il faisait en haut de zéro. Le lac n'est pas gelé. C'est quoi cette folie-là? Et il y a des gens à Montréal, ils disent, McGill devrait être le centre, devrait avoir le temple de renommée, parce que c'est à McGill que tout a commencé. Creighton, c'était un ancien de McGill. Les étudiants de McGill étaient les premiers joueurs en 1875, et ainsi de suite. Sauf que ça, c'est un professeur, entre autres, M. Harlick, qui est prof d'éducation physique à McGill, qui fait la promotion. Sauf que l'Université McGill ne suit pas. Il refuse. L'Université McGill dit non, nous, on ne veut pas avoir le temple de renommée chez nous. Donc, personne à Montréal veut avoir le temple de renommée. Fait qu'on décide de le construire à Kingston, sur la prémisse du faux journal, puis que les gens vont impliquer Captain Sutherland en particulier, poussent pour Kingston. Fait qu'on va dire, OK, on crée le temple de renommée, il va être virtuel pour le moment, mais on va le créer à Kingston. Entre-temps, on continue d'élire des gens, mais il n'y a pas un site. Et là, on est rendu au début des années 60, il n'y a toujours pas de site. Et on dit, regarde, il serait temps qu'on construise un vrai temple de la renommée. Personne ne se lève. Et il y a un groupe à Toronto qui dit, oui, nous, on est intéressés. C'est le Centre d'exposition nationale, le CNE, à Toronto, qui dit, nous, on est en train de rebâtir des choses. On va avoir le temple de la renommée du sport canadien. Fait qu'on va faire une place pour le temple du hockey. Donc, en 63-64, on va construire le temple de la renommée à Toronto. Okay. Et dans les années 90, on va déménager à ce qui est aujourd'hui la Banque de Montréal, qui était l'ancienne Banque de Montréal, qui est rendue le temple de la renommée. Fait que Montréal a une connexion aujourd'hui avec le temple de la renommée, mais disons par défaut. Ben, écoute, Michel, comme je disais tantôt, je pense qu'on pourrait en jaser pendant encore 5-6 heures. Facile. Je te remercie beaucoup de ton temps puis de toute l'information là, que tu nous as donnée. Moi et Yann, on se rencontre en conclusion où est-ce qu'on va parler de nos propres expériences personnelles. Puis je vais démêler tout ça aussi un peu là, au niveau de la généalogie. Le monde dit, parlons ancêtres. On va pas parler ben de nos ancêtres. On va en parler en conclusion. On va faire les liens avec tout ça. Là-dessus, Michel, je te remercie encore une fois, puis je te souhaite une excellente fin de journée. Merci Eric, merci Yann. Merci beaucoup. À une prochaine. Ouais, c'était super intéressant ça. Yann, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est super bon. Puis ça encore, c'est juste le début. Là, on en a parlé, les débuts du hockey, on a parlé avec Michel pendant au-dessus de 2 heures. Là, on a un autre épisode qui s'en vient. Mais le hockey, c'est super important pour nous. Mais toi, Eric, c'est un bel niveau.
C'est quand même un nom qui est connu dans le hockey. Est-ce que tu as un lien, toi, avec Jean Béliveau? Ben, en fait, oui, mais il est quand même assez loin. Je vous démontre ça. Donc, moi, j'ai utilisé un petit outil qui est sur le site Nos Origines qui nous permet d'avoir un identifiant. Robert Béliveau, c'est mon grand-père. Il y a un numéro d'identifiant. Je vais vous le montrer tantôt. Puis, il y a Jean Béliveau, il a son identifiant. Puis là, en cherchant les deux identifiants, il va nous trouver c'est quoi la relation la plus proche qu'on a ensemble. Puis comme qu'on peut voir, ben c'est pas une relation entre Béliveau. C'est pas parce qu'à un moment donné, bon, lui, c'est du côté de sa mère, de sa grand-mère, que c'est Lina Cormier, puis là, bon, ça devient Cormier. Puis notre relation, puis moi, de mon côté, on peut voir là que c'est du côté de Lucie Morin, puis ça remonte ici. Puis on a un couple d'ancêtres commun qui est Pierre Cormier et Marguerite Cyr. Qui sont, soit dit en passant, aussi deux noms d'origine acadienne. Mais là, toi, ta question. Oui, vas-y. T'es cousin avec Jean Béliveau, mais pas par Béliveau. Ben, en fait, oui, comme qu'on peut voir là, ben c'est toute une surprise quand même pour moi parce que j'avais évidemment déjà fait là, la relation du côté de notre patronyme, là, Béliveau. Puis, bon, comme qu'on peut voir ici, si on remonte Jean Béliveau, vous voyez ici, il est là son identifiant. Puis, bon, juste pour vous mentionner, hein, on n'a pas dit c'était qui Jean Béliveau, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un des plus grands joueurs de l'histoire du Canadien, là, qu'on surnommait le Gros Bill, comme qu'on peut voir ici. Et par conséquent, plusieurs Béliveau ont hérité du surnom Bill par la suite. Ce fut le cas de mon père, c'est mon cas et c'est le cas de mon garçon. Mais ceci étant dit, si on remonte l'arbre du côté de Béliveau, de Jean Béliveau, on va arriver à un Jean-Baptiste Béliveau. Il y a Jean-Baptiste Béliveau et Marguerite Melançon, qui sont des Acadiens, qui ont eu un enfant qui s'appelait David, qui est l'ancêtre de Jean, qui lui est né en Acadie, puis qui est décédé à Saint-Grégoire de Nicolet. Hein. On se regarde là, 1743, 1813, la déportation des Acadiens se passe dans cette période-là, entre 1755 et 1765, avant que les Acadiens vont revenir là, au Québec. En fait, pour revenir, qu'ils vont aller s'installer. Est-ce qu'on sait comment est-ce qu'il s'est déplacé de l'Acadie vers le Québec? A-t-il été déporté puis revenu? Ou il a quitté avant d'être déporté? Qu'est-ce qui s'est passé, sais-tu? En fait, c'est les deux frères qu'on voit ici. Il y a David et il y a Charles, qui sont des enfants de Jean-Baptiste Béliveau et Marguerite Melançon. Moi, Charles, c'est mon ancêtre. David, c'est l'ancêtre de Jean Béliveau. Les deux ont été déportés dans la région de Deerfield, où est-ce qu'ils ont été là pendant une dizaine d'années. Deerfield, c'est proche de Boston. Il n'avait pas été bien accueilli de ce que j'ai lu, là, les Acadiens dans la région de Deerfield, parce qu'il y a eu un raid, là, le raid de Deerfield en 1704. Là, puis il l'avait encore frais à la mémoire, là, même si c'était quelques générations plus tard. Ceci étant dit, par le traité de Paris, on va autoriser là, les Acadiens à retourner là, soit ce qui est le Nouveau-Brunswick aujourd'hui ou dans la province de Québec, où est-ce qu'ils vont majoritairement aller s'installer dans la région des Bois-Francs. Puis bon, mon lien là, par rapport à mon patronyme, il vient de là. Mais je voudrais juste faire une petite parenthèse. Je vous ai déjà parlé d'Alexandre Mallette et Linda Aumet dans une des émissions de Raconte-moi mes ancêtres. Puis dans cette émission-là, je vous parle qu'Alexandre Mallette a proposé Edgar Leduc comme maire de la Chine là, en 1929. Puis on sait qu'Edgar Leduc, c'est un ancien joueur du Canadien de la première édition. Là, il a joué 3-4 matchs, mais il était de la première édition du Canadien. Puis même dans la deuxième, là, de mémoire, je pense qu'il a joué 1 ou 2 matchs. Ben, sachez qu'Alexandre
Mallette et Linda Aumet ont un petit-fils du nom, un arrière-petit-fils du nom de Mathieu Catafort qui a été repêché cette année en troisième ronde par les Knights de Las Vegas. Il joue présentement pour les Moussets d'Halifax. Donc, c'est ça. Mais ceci étant dit, toi, Yann, par rapport au hockey, au niveau là, jouer, famille, ça a-tu été, ou l'écouter, ça a-tu été de quoi là, qui était omniprésent? Ben, jouer peut-être un peu moins. Tu sais, mes parents, ils ont tous deux grandi à Montréal, ils jouent au hockey bottine, comme beaucoup de monde. Là. Ma mère, elle faisait du patin, elle avait des patins. Sûrement qu'elle a déjà aussi joué au hockey, pas d'équipement là, sur la glace. Mon grand-père, tu sais, avec les voisins, il se faisait une grosse patinoire dans le coin, derrière des chez eux, là, quand mes oncles, ma tante puis ma mère étaient jeunes. Mais quelque chose qui est vraiment omniprésent, c'est écouter le hockey. Moi, tu sais, je me souviens quand le Canadien a gagné la Coupe Stanley, des moments où ils ont gagné pendant que j'étais assez grand pour m'en rappeler. Je me souviens qu'est-ce qui se passait. On avait de la visite chez nous, on regardait le hockey. Tu sais, mon père regarde régulièrement, mes parents regardaient régulièrement le hockey. C'est un sujet de discussion avec mes grands-oncles, avec mes oncles. C'est quelque chose qui est omniprésent. Le Canadien de Montréal, tu sais, on parle de la Sainte-Flanelle, c'est quelque chose qui est vraiment là. Même je pense qu'avant qu'il y ait des télévisions, je suis assez convaincu que mes grands-parents utilisaient la radio juste pour écouter le hockey. Mais de ton côté, toi, je pense que c'est un peu plus rentré que ça, là. Oui, ben écoutez, moi je vois, bon, moi personnellement, tout aussi là, fan dans ma famille là, que toi, que ce que tu racontes, là, écouter le hockey, c'est une tradition depuis toujours. Tous mes grands-parents écoutaient aussi là, le hockey. Moi, personnellement, j'ai joué 2 ans, mais bon, quand mon père m'a posé la question, t'es sûr que ça te tente de te lever à 5h30 le samedi matin pour aller à la pratique? C'était déjà. Ça fait que ma carrière de hockey s'est arrêtée un petit peu là. Mais, comme je disais, ben, mon père a joué, mais ma mère, hein, qui est née en 1950, quand elle était jeune, elle allait jouer au hockey avec sa sœur. Il jouait dans une ligue là, avec juste des gars. OK, c'est dans une ligue de hockey masculin. Oh, oui, Quand même. c'était organisé au parc. Là, Est-ce qu'il y avait des ligues de hockey féminin dans ce temps-là? Non. Tu jouais au hockey ou tu jouais pas au hockey? C'est ça. Puis bon, ça a de l'air qu'elle coûtait cher de bâton à mon grand-père parce que quand ça faisait pas son affaire, avait quelques punitions là, pour rudesse. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, d'où ça vient, cette passion du hockey-là? Tu sais, si ma mère a joué quand elle était jeune, ben, c'est parce que mon grand-père, puis ça venait de sa famille. Puis ben moi, toute cette information-là que j'ai du côté de ma mère au niveau du hockey, ben c'est tout Normand Joly, son cousin, qui m'a transmis cette information-là. Alors, au lieu que je vous retransmette cette information-là, ben j'ai passé Normand en entrevue qui nous raconte comment ça se passait le hockey chez les Joly à la Chine. Oui. Alors, comme je disais, je suis en compagnie de Normand Joly. Normand qui est un cousin à ma mère. Normand, ça va bien? Très bien, merci. Puis toi aussi? Super, ça va très bien. Alors, c'est pas la première fois qu'on se rencontre en entrevue, comme vous savez déjà, mais aujourd'hui, Normand il est venu nous parler de notre sujet principal, le hockey. Qui a une importance là, quand même là, dans la famille chez les Joly, du côté de ma mère. Alors, Normand, si tu peux nous expliquer là, comment que ça a commencé, cette passion-là du hockey chez les Joly? OK. Au départ, c'était une famille très sportive. C'était une famille où il y avait beaucoup d'hommes, évidemment. Il y était plusieurs frères. Et puis, il y avait des sœurs aussi. Puis, les sœurs aussi étaient sportives. Alors, les sports, ça avait une grosse prédominance dans la famille. Question dans ces années-là, où la famille était, disons, à son niveau mature, déjà, les jeunes avaient été à l'école, les jeunes avaient participé des sports. Dans ces années-là, les gros sports, évidemment, le hockey, ça a toujours été numéro 1, mais il y avait aussi la course à raquettes.
C'était très, très, très populaire dans ce temps-là. Il y avait la lacrosse aussi qui était très populaire. Et puis, tellement presque apparenté au hockey, la lacrosse, parce que c'était une partie à 5 contre 5. Bon, et tout. Assez dur, assez rough. Plus que le hockey, je pense bien, parce que les gars n'étaient pas bien protégés comme nos joueurs de hockey. Et puis, les tempéraments étaient à court. Autrement dit, il y avait de la bataille régulièrement. Et puis, mes oncles, nos oncles, tes grands-oncles, ce qu'ils faisaient, ils faisaient du sport. Alors, évidemment, il y avait à la Chine un club qui s'appelait le Club Pirate, qui, eux autres, c'était course de bicycle, que j'ai oublié de mentionner, course de bicycle, bowling, softball et tout et tout. Alors, évidemment, dans ce temps-là, les gens jouaient dehors, comme on dit. Il n'y avait pas d'électronique, évidemment. Alors, c'est ce qui faisait que tout le monde participait dans des sports. Alors, on est des années combien environ, à peu près? Là, on est dans la fin des années 30, fin des années 20, début 30 à peu près? Oui, début 30, 35, je penserais bien, à ce moment-là. Et alors, il y avait du golf, évidemment, mais nos oncles n'ont pas tellement apporté sur le golf. Il y en avait un en particulier qui s'appelait Alcide, qui était ton grand-père, qui semblait-il un golfeur assez avancé, puis il aimait bien ça. Puis pour revenir au hockey, est-ce que quand il était jeune, est-ce qu'il jouait toute la gang, est-ce qu'il jouait au hockey? J'en suis pas sûr, mais il y avait une chose certaine, c'est que j'ai connu, à chaque année, il faisait une partie de hockey. Les Jolis contre les Barbaries, dans la cour d'école à Piché. Je me rappelle d'une en particulier, la dernière qu'il y a eu, je pense, justement, parce que les gars commençaient à être un petit peu âgés. Dans ce temps-là, à 20 ans, à 22 ans, tu faisais d'autres choses que jouer au hockey. Tu travaillais, puis tu avais d'autres loisirs. Et puis, leur participation au hockey était surtout, je crois bien, à part de ceux qui ont patiné réellement. Là. Et à l'aréna, pendant que j'en parle, je pense à des choses comme un festival des écoles qu'il y avait toutes les années, tous les hivers. Ça, c'était les écoles Piché contre Résurrection, contre Saint-Sacrement. Je me demande, peut-être Ville-Saint-Pierre était là-dedans. Et puis, il y avait des parties de hockey, il y avait des courses à patins. Et puis, évidemment, comme je disais tout à l'heure, quand ils ont commencé à vieillir un peu plus, mais là, il y avait d'autres. Alors, le hockey, pour eux autres, est devenu une passion parce qu'ils ont pratiqué, comme tous les petits gars, ils ont joué dans la rue, ils ont eu du fun, des catalogues Sears comme pad aux jambes, des rondelles souvent perdues dans le banc de neige, il faut la trouver. Et puis, ce qui est arrivé, c'est qu'ils se sont toujours été associés avec le hockey. À la Chine, entre autres, c'est que dans ce temps-là, au Québec, il y avait des équipes de la Ligue provinciale senior. C'était le hockey tout de suite au niveau avant la Ligue américaine et avant la Ligue nationale. Alors, c'était le dimanche après-midi, c'était à l'Arena. C'était le hockey à l'Arena. Et puis, dans la semaine aussi, la même chose. Il y avait un soir ou deux où ils jouaient au hockey. Les villes étaient d'autres villes, Drummondville, Laval, d'autres villes du Québec qui jouaient contre ces gens-là. Ils étaient impliqués parce qu'ils travaillaient aux arénas. Ils étaient placiers. Et puis, l'aréna de la Chine, ben, ça compte. Je pense qu'il y avait peut-être 1500 sièges qu'ils pouvaient avoir. C'était plein à craquer tout le temps. Bien populaire. Et puis, c'est comme ça qu'il est impliqué. À la suite de ça, ben, certains de nos oncles, comme mon père en particulier, lui, ben, là, il s'est rapproché de la Ligue nationale. Alors là, il est rentré au Forum comme placier. Il travaillait à Dominion Bridge à la Chine. Et puis, il est rentré là comme placier. Il a travaillé 25 ans au Forum de Montréal. Dans le vieux Forum, je ne crois pas qu'il a connu. Je pense qu'il n'a pas connu le nouveau Forum. Oui, parce que je l'ai emmené là. Et non, je ne peux pas parler trop vite parce que je ne me rappelle pas de l'année. Et puis, alors, c'est ça, ça parlait toujours de hockey, c'était toujours mêlé au hockey, puis aller à la crosse à l'été. La crosse à l'été, ils jouaient même à l'intérieur à l'aréna de la Chine, à un moment donné. On n'a pas eu, je ne crois pas, de participants dans la famille chez nous, mais on a eu bien des gars qui étaient des avides de la lacrosse. Tu parlais de ton père qui avait été placier, mais de mémoire,
son père, ben, ton grand-père, Alfred Joly, a aussi travaillé là, à l'Arena de la Chine. Oui, oui. Comment elle s'appelait comment cette équipe-là dans ces Les années-là? Rapides. Les Les Rapides de Rapides. la Chine. Fait que ça, Les c'était avant champions. les Maroons. Avant, oui, bien avant les Okay. Maroons. Ben, il était là encore au début des années 50, les Rapides seniors. Puis ça, c'est pas d'association avec les Rapides juniors qui ont été connus un peu plus tard dans les années 60. Les gens qui ont parti de cette équipe-là ont pris le nom de Rapides parce que ça convenait bien ensemble, la Chine et les Rapides de la Chine. Les vrais Rapides. Yeah. Puis Alfred Joly, il faisait quoi au juste? Alfred, à ce moment-là, était rendu à sa pension. Il avait déjà 80. Alors, à sa retraite, Alfred, il voulait se tenir occupé, évidemment. Et puis, lui aussi, il avait tous les contacts avec les gens à la municipalité. Alors, il était placé. Il n'était pas placé directement, il était, comment j'appellerais ça? Donc, il travaillait à la porte où les joueurs entraient. Alors, il s'assurait que ça soit rien que les joueurs qui rentraient par là. Puis s'il y avait des petites commissions à faire, ben, va donc m'acheter de la gomme ou ci ou ça. C'est lui qui le faisait. Va me chercher un café avant la game, comme on sait tous. On aime ça, avoir peut-être des gens qui prennent des cokes. Aujourd'hui, ça ne prend pas rien que des cokes, ça prend des boissons pas alcoolisantes, énergisantes. Et alors, il faisait ça. Alors, il avait sa casquette de glacier, évidemment. Et puis, il recevait les gens. C'est ce qu'il faisait. Il était là, il manquait jamais une partie. Alors, moi, j'imagine qu'il y a eu des enfants et des petits-enfants qui ont rentré par la porte d'en arrière. J'en suis un, évidemment. C'est ça qu'on faisait. On passait. C'était la porte d'en arrière, c'est une expression parce que la porte était sur le côté de l'aréna, à côté du stationnement. Même si les gens n'avaient pas d'auto, il y avait un stationnement, il y en a qui avaient des autos. Et puis, là, il nous voyait arriver. Ouais, il parlait fort parce qu'il n'entendait pas. Ton père, il n'est pas là. Là, il s'en vient, grand-papa. Papa, il s'en vient. Ben, il dit, tiens, va t'acheter quelque chose. Donc, là, il sortait un 5 cents, sortait 10 cents, il s'achetait quelque chose. On était bien contents, moi puis Jean-Guy Richer, mon cousin, et qui, lui, ici, a participé bien gros au hockey plus tard. Yeah. Parlant de Jean-Guy, justement, c'était quoi son apport au hockey en général? Ben, son apport en général, à ce que je sache, c'était un grand sportif. On le sait, il a accompli beaucoup de choses dans les sports. Puis pour jouer au hockey, non. Je ne me rappelle pas qu'on a joué au hockey contre lui. Ben, de temps en temps, il venait faire un tour dans la rue. J'ai une photo de cousins où on posait dans la rue avec nos hockey. Mais il n'a jamais joué, si on peut dire, au hockey organisé, à ce que je sache. C'était pas ça. Lui, c'était d'être avec le groupe puis de diriger l'équipe d'une certaine manière, des aider dans ce qu'il avait à faire. Alors, s'il voyait qu'il jouait un gars briser un bâton, bien là, il s'occupait d'aller chercher son bâton. Alors, il est devenu soigneur. Là, il avait même ses propres formules pour frotter les petits bobos des joueurs. Puis il faisait des mélanges avec son pouvoir acheter à la pharmacie pour que ça soit bien fort. Puis il soignait ses gars comme ça. Alors, il était un peu craint dans la Ligue métropolitaine dans le temps parce qu'il était soigneur dans la Ligue métropolitaine. Dans ce temps-là, c'était peut-être les Rapides. Oui, c'était Rapide. Oui. Et puis, ce qu'il faisait, c'est qu'il était craint parce qu'il y avait beaucoup de chicanes, il y avait beaucoup de batailles dans la Ligue junior. Et puis, lui, il était en arrière du banc, puis il protégeait ses joueurs, puis il protégeait aussi son coach. Alors, il ne fallait pas que l'autre côté serait un petit peu trop rough. Je l'ai déjà vu à l'aréna, je vais dire, de Dorval, parce que c'était à Dorval. Il jouait contre l'équipe Lakeshore dans ce temps-là. Ça doit être, on est rendu dans les années 70 déjà. Dans les années 70, et puis les batailles partaient souvent parce que Lakeshore avait plusieurs villes, mais les joueurs qui venaient de Pointe-Claire, des joueurs qui venaient de Beaconsfield, ils venaient de Beaurepaire, puis Dorval la Chine avait son équipe, puis il jouait contre eux autres. Et puis, je l'ai vu à un moment donné sauter par-dessus. Il y avait une bande de hockey qui partageait les deux sièges de joueurs, un à côté de l'autre. Puis le traîneur, l'autre bord, il s'est fait brasser un petit peu.
étant donné il était karaté, puis il avait toutes les. Il savait se contrôler, là, mais il savait quoi faire quand c'était le temps. Hey, calmez-vous, les gars. J'ai entendu ça aussi. Est-ce que pour revenir à toi, il y a quand même eu beaucoup de bons joueurs, je pense, qui ont passé par la Chine. Est-ce qu'il y en a que tu as vu quand ils étaient plus jeunes puis qui t'ont marqué? Ah ben oui, ben celui, il y en a deux, c'est Yvan Cournoyer et Jacques Lemaire. Il y a eu, évidemment, il y a eu quelques-uns d'autres, parce qu'il n'y avait pas rien que les joueurs aussi qui pouvaient nous marquer. Il y avait les arbitres aussi. Et puis, évidemment, on sait qu'ils ne sont pas toujours populaires, puis ils n'étaient pas populaires dans ce temps-là non plus. Mais on a Ils ne seront jamais non plus. on a eu deux en particulier à la Chine. Il y a un gars qui s'appelait Bob Frampton, qui lui était arbitre, mais il était juge de ligne dans la Ligue nationale. C'était un gars de la Chine. Je pense qu'il travaillait même à Dominion Bridge. C'est pour ça que tous les hommes le vénéraient. Ensuite de ça, on a eu. Comment il s'appelle? Ça va peut-être venir un petit peu. Mon Dieu, c'est de lui, je devrais me souvenir le plus, parce que quand ils ont commencé dans la Ligue nationale, il n'y a pas longtemps, peut-être 10 ans maintenant, à faire les vérifications de but. Wally Harris, qui s'appelait. Un gars qui jouait pour les Maroons. Et puis, lui, c'est lui qui était arbitre dans la Ligue métropolitaine. Après avoir joué, il a été aussi dans la Ligue nationale. Puis après ça, quand ils ont commencé à faire les vérifications des buts, c'est lui qui était en charge de ça à Toronto. Parce que ce bureau-là est à Toronto. Là. Alors, celui-ci, c'est un gars de la Chine. Puis, il y a eu beaucoup de autres bons joueurs, là, les Bourgiers à la Chine. Il y a eu aussi. Il y en avait beaucoup. Gilles Saint-Onge. Ah, ben oui, Gilles Saint-Onge. Tu n'aurais pas dû l'oublier, tu es dans ma classe. On était dans la même classe en 3e année. Gilles Saint-Onge était Et lui, il était excellent dans tous les sports. Et puis, à un moment donné, il a préféré le baseball au hockey. Il est allé aux États-Unis. Et puis, il a joué dans des équipes de niveau A, je pense bien, ou double A. Oui, il y avait lui aussi. Ouais. Les Maroons, ils ont eu des grosses équipes là, en 64 puis 65. Ils ont eu des grosses équipes à ce moment-là. Ben, avant de conclure, merci Normand. Qu'est-ce qui reste chez toi, dans la famille, chez toi, au niveau du hockey comme passion? Qu'est-ce qui reste comme passion, c'est que tout le monde, à ce que je sache, dans la famille, sont encore des grands fans du hockey, parce que on regarde ça, puis on s'implique, puis on s'imagine qu'on est là, et puis ça rapporte. Quand tu as une défaite, ben c'est malheureux, c'est plate, mais on va se reprendre demain, puis on commence encore un niveau, on ne se sent jamais à terre. On passe peut-être des périodes quand on est fan d'un club, là, que ça monte et ça baisse, mais on a toujours des espoirs, puis c'est ça que ça crée dans une famille. Déjà, dans le passé, quand il y avait les visites du jour de l'an, du jour de Noël, ça parlait rien que de hockey tout le temps. Rien que de hockey tout le temps, pas d'autre chose. OK, de A à Z tout le temps. Et moi, personnellement, ce que ça a fait de moi comme joueur de hockey, c'est l'effet du hockey, c'est que moi, j'ai des filles. J'ai eu 4 filles. Pas moi qui ai eu les filles, mais c'est ma femme qui a eu les 4 filles. C'est moi qui le père. Et puis, évidemment, la femme aussi, elle aime bien. On sait bien que les filles aiment bien le hockey aussi. Alors, quand elles sont venues à l'âge de patiner, elles ont patiné, patin de fantaisie, mais aussi elles ont joué à la ringuette. La ringuette, qui est le sport qui dans le temps était des filles. Les filles, comme elles ne jouaient pas au hockey encore. Alors, c'est là que je me suis aperçu que des filles, c'est très compétitif. Très, très compétitif. Alors, c'est pour ça qu'elles aiment le hockey, puis qu'elles aiment les sports. Le football, le hockey, toutes ces choses-là. Okay. Ben, écoute, Normand, je te remercie beaucoup. Puis j'espère qu'on va avoir la chance de se revoir une autre fois en entrevue. Ben oui. Je te souhaite une excellente journée. Ben, merci de m'avoir téléphoné. Puis, gêne-toi pas d'arrêter. Si je sais que tu passes à la porte, ta mère me l'a dit cette semaine. OK? C'est bon. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé de cette entrevue avec Normand? Ben, comme d'habitude, Normand, il raconte super bien. Là. Je pense que c'est de famille de votre côté. Là. Mais ce que je trouve super intéressant, c'est que
sais, on a, tu sais, il y avait quand même un lien intéressant avec le hockey, mais c'est surtout la vision. Tu sais, comment est-ce que c'est tu sais, l'arrière du hockey, comment ça marche, tu sais, comment c'est important pour, tu sais, pour tu sais, les Québécois, là, tu sais, nos grands-parents, nos parents, parce que tu sais, ça fait partie de la vie de pas mal tout le monde qui est au Québec, là. Même le monde qui écoute pas le hockey, ils entendent parler du Canadien, fait que c'est quand même important. Puis tu sais, c'est le fun de voir comment que ça se passait, puis tu sais, tout ce qui se passe autour, là. Puis, tu sais, ça se passe un peu plus tard que ce qu'on avait en entrevue avec Michel, mais je pense que, justement, là, je pense on va pouvoir reparler avec Michel là, dans d'autres occasions pour pousser, parce que là, on a couvert l'histoire des débuts du hockey. Hey, on ne s'est même pas rendu à ce qu'on a comme Ligue nationale maintenant. Les vraiment la passes base. ne sont même pas en avant encore. Les Ah passes oui, sont hey, toujours. ça c'est quelque chose. Il y a à peu près aucun règlement là, qui est semblable là, à ce qu'on a aujourd'hui. Là. À part une rondelle début, là, des choses de même, là, de base. Mais moi, c'est ce qui m'a impressionné de toute cette histoire-là, de faire c'est comment est-ce que ce sport-là a évolué. Ouais, Puis parce ça, que, Michel va sûrement là, nous raconter là, la suite des choses éventuellement dans une prochaine vidéo de la série Parlons Ancêtres. Moi, je suis persuadé que vous avez des histoires à nous raconter sur le hockey, des joueurs que vous avez côtoyés, peut-être pas les plus jeunes, là, mais les plus vieux, des souvenirs de Coupe Stanley. ouf, mais oui. Ouais, ça fait longtemps, là, on est dû. C'est difficile. Le numéro 25 est tough à avoir. Ouais. Je me souviens quand j'étais jeune, mon père m'avait offert d'aller à la parade puisqu'on était au secondaire, mais on était dans les examens de fin d'année. Puis moi, mon raisonnement a été le suivant. J'irai à la prochaine. Oups. J'attends encore. Ça, c'était une gaffe. Mais on ne peut pas savoir. Hey, c'était en 93. Ça, c'était 86. 86. 86 et 93 qu'on a vécu, nous, là, de notre âge. Là. Tu sais, dans les années 70, là, le Canadien a gagné une puis un autre. Là. Ouais, puis les années 60 aussi, puis les années 50 aussi. Il y en a gagné 5 par décennie là, dans ces années-là. Là. Fait que c'est sûr que c'est différent pour les gens d'aujourd'hui. Mais bon, ceci étant dit, si vous avez une histoire à nous raconter de joueurs de hockey que vous avez côtoyés ou qui sont des oncles, des grands-parents, ben racontez-nous ça en commentaire. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Alors, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à le mentionner en cliquant sur le bouton j'aime, en commentant, en partageant la vidéo ou en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous salue, cher public, et je te salue, Yann. Je te souhaite une bonne journée. Bonne journée, Eric, et merci tout le monde d'être à l'écoute.